On développe des tests sérologiques partout sur la planète pour essayer de mieux comprendre la propagation de la COVID-19. Comment la maladie se transmet-elle? Quelle est la proportion de gens asymptomatiques? Qui peut retourner au travail? Qui doit se confiner? Qui est immunisé? Pour répondre à ces questions, un bon test sérologique est de mise. Et celui-ci repose sur deux indices principaux, la sensibilité et la spécificité du test. Entre sensibilité et spécificité se situe l'issue de la pandémie. Il nous faut donc bien choisir ou mourir. Et nous verrons pourquoi dans cette vidéo. Et ça commence maintenant. Check it out! Commençons tout de suite à l'aide d'un exemple. Voici un échantillon de sang. Bon, nous sommes d'accord, c'est du jus de pamplemousse, ça ne ressemble pas visuellement du tout à du sang, mais ce sera parfait pour aujourd'hui. Et voici une bandelette de test que nous pourrons tremper dans l'échantillon de sang pour avoir un résultat. Lorsque nous faisons un test sérologique, nous faisons un test sur un échantillon de sang pour détecter la présence d'anticorps reliés à la maladie de la COVID-19. S'il y a des anticorps, le test est positif et vous êtes immunisé. S'il n'y a pas d'anticorps, le test est négatif et vous n'êtes pas immunisé. Commençons en parlant de la sensibilité du test. La sensibilité du test est sa capacité à détecter la présence des anticorps. La quantité d'anticorps qu'il y a dans cet échantillon de sang peut être nulle, donc être absent, et aller jusqu'à un niveau très élevé. Donc le niveau de présence d'anticorps peut être variable. Lorsque je fais mon test et que je trempe la languette dans l'échantillon de sang ici, il y a deux résultats possibles, positif ou négatif. Si le test est positif, ça veut dire que le test était suffisamment sensible pour percevoir qu'il y avait présence d'anticorps. Si le test est négatif, là il peut y avoir deux raisons. Soit il n'y a pas d'anticorps dans l'échantillon et le test ne fait pas défaut, soit il y a présence d'anticorps ici, mais à un niveau tellement faible que le test ne l'a pas détecté. Donc cet échantillon de sang est bel et bien positif parce qu'il contient des anticorps et cet individu est immunisé. Mais le test me dit qu'il est négatif et rend un verdict qui dit que la personne n'est pas immunisée. On appelle ce test un faux négatif. Alors, quelles sont les conséquences de recevoir un test faux négatif? La personne était bel et bien immunisée contre la maladie, mais elle ne le sait pas. Et donc, elle retourne à la maison avec des sentiments de frustration parce qu'elle doit continuer à se confiner, à mettre en place les mesures de distanciation sociale. Si elle pensait retourner au travail parce que son employeur lui demandait une preuve d'immunité, elle ne peut pas. Il peut y avoir une détresse économique aussi. Donc, il y a des conséquences si le test s'avère faux négatif. Et pour limiter le nombre de tests faux négatifs, il faut augmenter la sensibilité du test. Parlons maintenant de la spécificité du test. Si je conduis le même test sur l'échantillon de sang ici, il est possible que le test s'avère négatif parce qu'il y a littéralement absence d'anticorps et la personne n'est pas immunisée. Mais il est aussi possible que le test ait réagi à des anticorps qui ne sont pas les bons anticorps. Le coronavirus de la COVID-19 n'est pas le seul coronavirus en liberté dans la nature. Il existe d'autres coronavirus qui peuvent provoquer par exemple de simples rhumes. Alors il est possible que dans le passé, vous ayez rencontré un autre coronavirus, que vous ayez développé les anticorps de ce coronavirus et que ces anticorps circulent présentement dans votre sang. Alors, pour faire une belle image, j'ai parlé dans ma dernière vidéo de cette protéine qui serait à la surface du coronavirus de la COVID-19 et d'un anticorps fabriqué par votre corps pour venir le neutraliser. Mais un cousin du coronavirus, celui-ci par exemple, qui est très légèrement différent, en fait il est identique sauf pour sa couleur, provoquerait la sécrétion d'un autre type d'anticorps pour venir le neutraliser. Et cet anticorps ressemble beaucoup à l'anticorps du coronavirus de la COVID-19. Et si jamais il est présent dans l'échantillon sanguin,
et que le test n'est pas suffisamment spécifique, il se peut que le test réagisse positivement aux mauvais anticorps. À ce moment, le test, bien qu'il soit positif, ne démontre pas la présence des bons anticorps. On dit que ce test est un faux positif. Les conséquences d'un faux positif sont que la personne retourne à la maison en croyant qu'elle est immunisée alors que c'est faux. Elle pourrait alors peut-être relâcher ses mesures de distanciation sociale, retourner au travail parce qu'on a confirmé qu'elle était immunisée et avoir confiance qu'elle ne peut plus rendre aucune personne malade. Mais en réalité, cette personne n'a pas rencontré la maladie, pourrait tomber malade, pourrait rendre quelqu'un d'autre malade par contagion, pourrait mourir et pourrait entraîner la mort d'autres personnes et propager le virus. Alors, entre les conséquences des tests faux négatifs d'un test pas suffisamment sensible et les conséquences d'un test faux positif d'un test pas suffisamment spécifique, il faut faire un choix. Qu'est-ce qui est pire? Une détresse psychologique? Un confinement prolongé? Ou un risque de décès et de propagation de la maladie qui peut entraîner la mort d'autres personnes dans la société? Je crois qu'il va de soi ici qu'il faut limiter le test de faux positif. Il faut donc augmenter la spécificité du test. Voici le problème. La spécificité et la sensibilité varient de façon inverse. C'est-à-dire que plus un test est sensible, moins il est spécifique, et plus un test est spécifique, moins il est sensible. Et pour les gens qui aiment les images et qui ne comprennent pas le caractère inverse des deux, je vais vous donner un exemple. Imaginez-vous un sprinteur sur les blocs de départ du 100 mètres aux Olympiques. Le sprinteur attend le coup de fusil de l'officiel. Si le système nerveux du sprinteur est hautement sensible, a une très grande sensibilité, il pourrait quitter les blocs de départ au moindre son et quitter les blocs avant le coup de fusil et être disqualifié pour un faux départ. Si le système nerveux du sprinteur est très spécifique et qu'il attend d'être parfaitement certain d'avoir entendu le coup de fusil, il ne sera certainement pas disqualifié, mais il quittera les blocs de départ en dernier et perdra la course de toute façon. Alors dans cet exemple, on voit qu'une très haute sensibilité diminue la spécificité. Le coureur quitte les blocs, peu importe le bruit. Il n'est pas très spécifique, mais hautement sensible et quittera les blocs très rapidement. Ou le sprinteur qui a un système nerveux très spécifique, lui, quittera les blocs uniquement lorsque le coup de fusil sera donné et sa sensibilité est très faible. Alors les autres bruits ne le dérangent pas du tout. Alors avec cet exemple, on voit bien le caractère inverse de la sensibilité et de la spécificité d'un test. Maintenant, pour qu'un test sérologique soit performant, il faut que sa spécificité soit très élevée pour envoyer à la maison le moins de tests faux positifs possible, le moins de personnes qui croient à tort être immunisées. Quitte à, en augmentant la spécificité, diminuer la sensibilité et envoyer à la maison plus de gens qui sont immunisés, mais qui devront tout de même continuer à prendre des précautions. Alors ce test sérologique que l'on veut performant, avec une haute spécificité, demande de faire des recherches pour voir quel est le seuil d'anticorps qu'il y a dans l'échantillon sanguin qui fait que le test réagit au bon anticorps, celui de la COVID-19 et non pas celui d'un autre rhume ou d'un autre coronavirus par exemple. Il faut donc espérer l'émergence d'un test sérologique très spécifique qui va nous aider à circonscrire la pandémie et à sauver des vies. Et pendant que je bois mon jus de pamplemousse, je vous invite à regarder l'une des deux vidéos juste à côté pour en apprendre davantage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.